qui a lieu exceptionnellement un lundi parce qu'aujourd'hui, le 15 mars, c'est la journée mondiale de la consommation. On peut aussi dire que c'est la journée mondiale des droits des consommateurs, de vos droits. À cette occasion, Madame Paulette Leenaerts, ministre de la Protection des consommateurs, nous adresse un message vidéo. Et après, on a aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Marc Angel, député au Parlement européen, qui est membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Et ensuite, c'est vous. Vous avez la parole. Vous, en tant que consommateur, pourrez poser vos questions sur le droit européen de la consommation en plusieurs langues, en tout cas en français, luxembourgeois, allemand, anglais. Die könnt Fragen auch auf Letzteburg stellen. Sie können Ihre Fragen auch auf Deutsch stellen. You can ask questions in English. Et ensuite, donc, les juristes du Centre européen des consommateurs du Luxembourg et de l'Union luxembourgeoise des consommateurs vont vous répondre. Et en tant que représentant de la Commission européenne, je me dois quand même de vous dire qu'on a un nouvel agenda du consommateur pour les 5 ans jusqu'en 2020. Je vous le résume tout brièvement en 5 points. Le premier, c'est la transition écologique. La deuxième, c'est la transformation numérique. Et ça, c'est avec le but de garantir que les consommateurs bénéficient de la même protection en ligne que hors ligne. En fait, on a fait une étude comme Commission européenne récemment sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur le mode de consommation des citoyens européens. Et il en est ressorti que 71% des consommateurs ont acheté en ligne en 2020. 71. Donc, c'est important, l'aspect numérique. L'application effective, ça c'est le troisième point, l'application effective de la législation et les voies de recours. On en a déjà parlé dans le cadre de ces midis, afin que tous les consommateurs puissent jouir pleinement de leurs droits. Quatrième point, c'est la vulnérabilité des consommateurs, donc c'est améliorer la sensibilisation des consommateurs. Parce qu'encore une fois, l'étude mentionnée montre que seulement 27% des consommateurs de l'Union européenne connaissent très bien leurs droits. Et le dernier point, cinquième, la protection des consommateurs dans le contexte mondial. Donc, promouvoir une protection élevée des consommateurs aussi à l'étranger. Donc, ça, c'est le but de l'agenda européen des consommateurs. Et avec ça, nous y allons directement. Filmos, merci à nos partenaires du Centre européen des consommateurs, Luxembourg, avec sa directrice Karin Bazenach, et aussi à nos partenaires du Bureau au Luxembourg, du Parlement européen, pour la bonne coordination de ce midi. Je vois Christophe à l'écran. De grands remerciements à l'équipe de juristes du CEC et de l'Union luxembourgeoise des consommateurs qui sont là donc pour répondre à toutes les questions. Je vous souhaite un bon webinaire. Et avant de céder la parole à Karine, on va maintenant visionner le message vidéo de Madame la ministre. Les participants von dieser Spezialausgabe vom Midi die Consommateur européen, les Intervenants, liebe Marc Angel. Als allererst will ich mir Bedauern ausdrücken, dass ich nicht persönlich mit diesem Event teilnehmen kann. Mit der Pandemie verlangt von uns alle Guten, dass wir uns an die anderen schützen, indem wir uns direkt Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Ich bin ganz froh, dass der CSC zusammen mit der Repräsentation von der Europäischen Kommission zu Lützeburg und auch dem Informationsbüro vom Europäischen Parlament zu Lützeburg trotzdem alles organisiert wird, dass das Event kann digital stattfinden. Vielmals merci dafür nicht. Für uns 2 Jahre war ich just ein paar Monate für den Konsumentenschutz zuständig, hatte ich Gelegenheit, persönlich um Midi zu holen, den zur Occasion vom 15. März an der Maison de l'Europe organisiert wurde. So wie der Herr noch auch, konnten Partizipanten Fragen zu konkreten Situationen stellen, die sie als Konsument erlebt tun, an die für sie an irgendeiner Form nicht befriedigend gelaufen sind. Ich hatte die Möglichkeit, direkt von ihnen zu hören, was sie bewegt, was nicht klar ist, was soll geändert gehen. Und das ist mir ganz wichtig, so können wir mit den Bürgern in Kontakt zu treten, auch von ihnen gehört zu gehen, wo die Chance direkt. Seitdem hat das Ministerium viele Dossiers abgegriffen, für den Schutz des Konsumenten zu stärken. Lass mich da just 3 annehmen. Erstens zusammen mit der ULC, der CLC und dem ORESCA haben wir die Charte ausgeschafft, die präzisiert, wie man mit Check-Cadeau soll umgehen gehen. Sie bringt mehr Klarheit für den Konsument und auch mehr Sicherheit. Zweitens, zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium haben wir dezidiert, alle guten Services, die verantwortlich sind für die Kontrolle der Lebensmittel, an eine einzige Verwaltung zu integrieren. Das wird uns erlauben, in Zukunft Kontrolle mehr effizient zu organisieren, was auch zur Sicherheit der Konsumenten wird beitragen.
Vielleicht dann mit den MPC auch das Projekt vom Rekurs kollektiv auf die Instanzen wie brucht. Das ist ein Projekt, das für mich wirklich eine Möglichkeit bietet für die Konsumenten, dass sie sich können über den Weg von einer Sammelklot zusammenschließen. Und das gehört zu einem modernen Rechtssystem. Wir sind dafür hoffentlich darüber, dass wir am Gange sind, das auch zu Lützeburg anzuführen. Heute geht es aber nicht darum, hauptsächlich zu präzisieren, was das Ministerium bislang gemacht hat. Heute geht es darum, dass ihr Antworten auf eure Fragen kriegt. Du wennst sie dir hei und du wennst sie noch Juristen von der ULC an dem CSC hei, für euch zu beraten, Sachen dort zu erklären, wo sie unklar sind. Das ist mir wichtig, dass ich so ein Service geboten wird und ich unterstützen so Formate, sind immer interessiert darunter, was heute beschwert wird. Wir selbst können nun zu bieten, also es wichtig, fiable Partner zu haben, und mit der ULC und am CSC mit dem Ministerium so Partner. Sie sind um Terra für den Konsument da, und falls nötig, können Sie hier noch dabei unterstützen, zu seinem Recht zu kommen. Ganz speziell will ich heute das CSC hervorheben, denn wir wissen vielleicht, dass das Jahr 30 Jahre Existenzzeit zu Lützeburg feiert. Für die exzellente Arbeit an den 30 Jahren und den Dévouement von all den Leuten, die an der Zeit beim CSC geschafft, dass ich für die Interesse von den Konsumenten bei den grenzüberschreitenden Problemen angesagt habe, will ich heute ganz spezielle Merci aussprechen. Voilà, bonjour à tout le monde aussi de la part de moi, Karine Bazenard, je suis votre modératrice aujourd'hui. Et tout d'abord, c'est tout en ligne, mais je voudrais remercier chaleureusement à Madame la Ministre pour les chaleureux mots aussi pour le CSC. Et en effet, cette année, notre 30 ans. Juste un petit mot à propos de la technique. Un participant m'a contacté via un message qui avait des problèmes au niveau de la technique, que les participants n'arrivaient pas à se connecter via le link Zoom qui était dans l'invitation. Maintenant, je ne sais pas si notre technique, Monsieur Luche, voudrait dire quelque chose. Là, il y a quelques participants, mais il semble qu'il y avait des problèmes. C'est réglé. OK, c'est réglé. Alors, merci beaucoup, la technique. Voilà. Voilà. Avant que je dise encore quelques mots, j'aimerais tout de suite passer la parole à Monsieur Angel, député européen. Je suis très contente que vous soyez aujourd'hui avec nous, Monsieur Angel, et vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Karine. Merci d'être invitée aujourd'hui. C'est un jour important, c'est la journée internationale des droits des consommateurs et je suis très content d'être député européen et membre de la commission IMCO, c'est-à-dire le marché intérieur et les droits des consommateurs. Je suis le seul luxembourgeois dans cette commission. On n'est que 6, donc on ne peut pas être dans toutes les commissions, mais je crois que c'est important que notre pays soit représenté aussi dans cette commission. Et en fait, c'est une commission que j'aime beaucoup. Je n'ai pas besoin de vous raconter ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, vous le savez. Et je crois que les citoyens et les citoyennes européennes se rendent bien compte que sans Union européenne, et on n'aurait pas les mêmes droits qu'on a actuellement en ce qui concerne les consommateurs. Donc, on traite maintenant, il y a plusieurs dossiers qui sont vraiment dominants maintenant en commission. C'est d'abord les dossiers législatifs, c'est le Digital Service Act et le Digital Market Act. Vous savez que la directive commerce électronique, elle n'est plus... elle est outdated, comme on dit, elle n'est plus d'actualité et donc il faut vraiment réguler et créer une nouvelle législation concernant tout ce monde digital. Et bien sûr, là, le droit des consommateurs, le droit à la vie privée, toutes ces choses sont très importantes. Nous avons eu d'ailleurs une discussion la semaine dernière en plénière sur le geo-blocking et moi, en tant que luxembourgeois, j'ajoute toujours, quand je parle du geo-blocking, aussi les restrictions territoriales, parce que ça, c'est aussi un problème pour le Luxembourg. Et là, la Commission a fait une première évaluation de la geo-blocking du règlement et on pousse vraiment la Commission à aller plus loin. Donc ça, c'est des dossiers qui sont intéressants. On aura un règlement où on travaille dessus sur les batteries et aussi the EU Single Window Environment for Customs. Ça, c'est, vous savez, dans notre commission, on traite aussi des questions
de douane. Et puis, on a quand même aussi des rapports d'initiative où on travaille dessus. Et là, on travaille sur un rapport assez intéressant, comment former le futur digital de l'Europe. Et, et encore une fois, comment on peut attaquer mieux et trouver des solutions aux barrières non tarifaires et non-tax, je ne sais pas comment on dit ça en français, pardon. Depuis que je suis ici, on fait tout en anglais, donc pardonnez-moi que mon français devient un peu un franglais. Mais je crois que nous sommes tous des Européens, donc on se comprend. Donc, mais on donne aussi des opinions sur des rapports qui sont dans d'autres commissions. Et là, il y a des dossiers assez intéressants sur la propriété intellectuelle, sur le public procurement, sur la gouvernance data, etc. Donc, si vous êtes intéressé, sur le site du Parlement européen, vous pouvez bien suivre les travaux qu'on fait. Donc, je crois qu'il y a quand même des dossiers dans le futur qui vont arriver qui sont très intéressants. C'est surtout la révision de la directive de la sécurité des produits. Ça, c'est quelque chose qui intéresse, je crois, beaucoup les consommateurs. The Consumer Credit Directive, la directive sur les crédits, ça c'est aussi quelque chose de très intéressant, je crois. Le Consumer Products Regulation, et le Product Liability Directive. Là. Ça, c'est des dossiers que je crois où vous êtes des experts. Nos juristes de l'ULC, nos juristes du CEC vont sûrement garder un œil là-dessus. Et je dois dire, en tant que député, c'est très bien qu'on a les experts aussi, les représentants des consommateurs qui sont sur les dossiers, qui analysent les dossiers et qui font des avis. Et votre travail, il ne sert pas seulement à informer nos consommateurs, mais aussi les législateurs. Donc, je profite pour vous remercier. Un dossier qui sera très intéressant, c'est aussi le Common Charger pour les téléphones portables, un chargeur commun. Je crois que ça, c'est aussi du point de vue écologique une très bonne chose, et aussi du point de vue pour les consommateurs qui doivent toujours acheter des nouveaux chargeurs, etc. Donc, ça, c'est des choses très pratiques, et je crois que via justement ce dossier-là, c'est un dossier qu'on doit promouvoir parce que c'est un exemple très concret. Souvent, les autres dossiers sont des dossiers assez théoriques. C'est plutôt les experts qui travaillent dessus, les entreprises, et les consommateurs souvent ne voient pas tout de suite l'intérêt. Mais ce dossier avec le chargeur, c'est vraiment un dossier où on voit que l'Europe, vraiment dans dans nos vies quotidiennes, ou tout le monde a un chargeur. Donc voilà, je crois que c'est un dossier on doit profiter de ce dossier pour promouvoir tout cela. Moi, j'étais rapporteur fictif dans certains dossiers, le New Industrial Strategy pour l'Europe, où j'ai beaucoup insisté sur l'importance du Green Deal. J'ai insisté aussi, en tant que luxembourgeois, on doit toujours faire attention que les petites entreprises et les micro-entreprises et les startups ne sont pas oubliées. Donc, je fais toujours attention à ça. Puis, j'étais aussi rapporteur fictif en ce qui concerne le rapport de la compétitivité, Competition Policy, la politique de compétitivité, le rapport 2020. Et là, je dois dire, j'étais un peu choqué dans l'opinion qui a été faite de IMCO. C'est un rapport qui est dans Econ, dans la commission économie, où je suis aussi rapporteur, mais dans le rapport de IMCO, le mot consommateur ne figurait pas. Et donc, j'ai posé plusieurs amendements pour quand même intégrer aussi les consommateurs. Donc, on voit parfois que ça dépend de qui fait le rapport, que les consommateurs sont très bien représentés, ou parfois les consommateurs sont oubliés. Et donc, c'est à nous et aussi à vous alors de pousser la sonnette d'alarme et de veiller à ce que le point de vue, l'angle de protection des consommateurs soit toujours inclus dans les dossiers de IMCO. En tout cas, je ne vais pas monopoliser. Je me réjouis des questions et des réponses de vos experts, de vos juristes. Moi, je suis là aussi
pour apprendre et c'est toujours un plaisir de participer. Karine, vous et votre équipe font un travail fantastique et je me réjouis de la bonne collaboration du CEC avec la Maison de l'Europe, avec Christophe et Axel. C'est important et j'espère que bientôt on pourra, notre prochaine réunion, être ensemble dans la Maison de l'Europe et discuter face à face. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le député Angel. J'espère aussi que les temps reviennent bientôt, qu'on puisse se voir en personne. Merci beaucoup de nous avoir donné un update à propos de votre agenda, de l'agenda du IMCO. Le Common Charter, je pense, il est attendu avec impatience parmi nous tous et tous les autres dossiers. Il ne faut que vous remercier aussi à vous pour votre travail pour les consommateurs. Et merci pour les gentils mots aussi pour les collègues et les collègues de l'ULC, les collègues du CEC. En effet, les collègues, on est sur le terrain, on connaît les soucis des consommateurs et on peut donner un feedback. Je remercie à nos participants qui se sont joints à ce webinaire. Je vois que également l'Université de Luxembourg est connectée, l'Université de Fribourg est connectée et je vous salue, un grand bonjour à vous tous. Et voilà, c'est une journée très importante, World Consumer Day. Je voudrais juste dire un mot, comme vous le savez, probablement cette journée a été inspirée par John F. Kennedy et ceci en 1962. Et qu'est-ce qu'il a fait, le président Kennedy? Il a envoyé le 15 mars 62 un message au US Congress et je voudrais vraiment vous lire ce message. Il est extrêmement court, mais très important et je pense que ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'il a dit, le président Kennedy? Consumers include us all. They are the largest economic group, affecting and affected by almost every public and private economic decision. Yet they are the only important group whose views are often not heard. Voilà, mais aujourd'hui, les consommateurs sont entendus et on est là pour vous entendre. Voilà, c'est alors possible que vous, chers participants, vous allez poser vos questions, soit dans le chat, dans la langue que vous voulez. Monsieur Koppenberg l'a déjà dit, et nos experts sont là pour vous répondre. Vous pouvez poser la question aussi à haute voix ou dans le chat. Voilà, pour l'instant, bon, il faut peut-être un peu de temps pour vous familiariser avec le challenge, le défi. Alors, je me permets entre-temps de soulever quelques petites questions et auxquelles les collègues de l'ULC et du CEC, mes collègues, peuvent alors répondre. Et Monsieur Angel, vous avez parlé du géoblocking. Alors, je commence tout de suite avec une question à mes collègues et à voir si ça concerne le géoblocking ou pas. La question est la suivante. J'aimerais demander à Kevin, notre Kevin, d'y répondre. Alors, la question est la suivante. J'ai commandé un jouet sur un site allemand. Or, le vendeur indique qu'il ne livrait pas au Luxembourg. N'est-ce pas illégal, ceci? Kevin, qu'est-ce que tu nous réponds? Est-ce que c'est illégal? Oui, non, ce n'est pas illégal. Un vendeur est libre de choisir le pays où il livre ses produits. Avec la législation européenne sur le geoblocking, assez récente, par exemple, un site web n'est plus autorisé à diriger le consommateur automatiquement sur un autre site. Par exemple, si on veut acheter sur un site.fr, il ne peut pas vous diriger vers un site.lu. Il y a peut-être d'autres produits et d'autres prix. Et oui, ça a changé, mais en principe, on peut commander où on veut, mais le vendeur n'est pas obligé de livrer partout dans l'Union européenne. Voilà, pas obligé de livrer, une certaine liberté de la part de l'entreprise. Merci beaucoup, Kevin.
Alors, chers participants, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Nos experts sont là pour vous. En attendant, je continue. Restons un peu avec les achats en ligne. Ce matin, par exemple, lors du Consumer Summit, le commissioner, tout le monde a beaucoup parlé de ce sujet parce que surtout en temps de Corona, bien évidemment, le e-commerce s'est encore développé. Alors, j'aimerais peut-être poser la question à Kelly, notre Kelly. Kelly, une question pour toi. Le cas est le suivant. En faisant les soldes hier, j'ai acheté une nouvelle. Ah non, non, attendez, je change la question parce que là, je ne suis pas dans le online. Je change pour le online. Les baskets. La question est la suivante. Les baskets que j'ai achetées sur un site internet sont trop petites pour moi. Est-ce que je peux les renvoyer sans devoir payer de frais? Alors, oui, d'abord, oui, vous avez un droit de rétractation comme l'achat a été fait en ligne, donc dans un délai de 14 jours, on peut les retourner. Par contre, les frais de renvoi ne sont pas portés peuvent être portés par le consommateur, donc c'est pas le vendeur qui devrait les supporter. Autre chose pour la garantie, mais pour le délai de rétractation, c'est le vendeur qui porte les frais, qui ne porte pas les frais, pardon. Ok, super, grand merci. Je reçois un petit message, peut-être, je me présente encore une fois, peut-être quelque chose n'est pas passé. Moi, je m'appelle Karine Bazenard, je suis la directrice du Centre urbain des consommateurs. Peut-être, voilà, comme ça, vous savez qui vous guide à travers de ce midi. Et voilà, j'ai un petit message aussi, Monsieur Angel. Vous auriez une question à poser à nos experts, s'il vous plaît. Merci Karine pour la parole. J'ai deux questions. Première question liée au Covid et beaucoup de choses ont changé à cause du Covid et je me souviens pendant la première vague du Covid et j'étais très active aussi, j'ai posé plusieurs questions à la commission, l'histoire des remboursements des tickets d'avion ou des forfaits, voyages à forfait. Donc c'était assez problématique. Maintenant, à l'époque, on ne savait pas qu'on allait avoir une deuxième vague, voire une troisième vague. Est-ce que cela s'est amélioré? Est-ce qu'il y a toujours autant de plaintes ou est-ce que les compagnies aériennes et les voyagistes sont mieux organisés en ce moment? Ça serait ma première question. Et ma deuxième question, nous sommes maintenant 2 mois et demi après le Brexit, donc le Brexit qui est vraiment entré en vigueur. Est-ce que pour les achats en ligne, surtout quand on achète en Angleterre avec les questions de douane, encore des problèmes. Est-ce que là, les consommateurs sont assez bien informés? Est-ce qu'il y a des problèmes qui surgissent? Vous constatez des patterns, comment dire? Oui, en français. Zut. Oui, Mais vous comprenez des schémas qui se répètent. Ce seraient mes deux questions. Très bien, deux importantes questions. Justement, pour la première question, je demanderai à Jean-Loup de répondre. C'était à propos des voyages à forfait. Voilà, comment est la situation, le nombre des questions qu'on reçoit de la part des consommateurs. Est-ce que aussi peut-être pour les voyages à forfait qui ont été annulés pendant dans le premier lockdown, comment est-ce que les consommateurs ont été remboursés entre-temps? Comment est la situation? Jean-Loup. Oui, donc disons que effectivement, hein, lors de la première vague, ça a été assez catastrophique. Enfin, en tout cas, nous au CEC, on a vraiment reçu des centaines et des milliers de plaintes, quasiment, je dirais, suite évidemment à tous ces événements. Dans la deuxième partie de l'année 2020, on a eu plutôt des bons résultats, c'est-à-dire qu'en grande majorité, les consommateurs ont quand même reçu des remboursements finalement, que ce soit les compagnies aériennes ou les tour opérateurs ont quand même remboursé. Alors les tour opérateurs ont beaucoup proposé des vouchers, des bons à valoir, notamment les tour opérateurs étrangers. Et c'est vrai que là,
en début d'année 2021, on a ce phénomène de deuxième vague aussi pour nous au niveau des dossiers, c'est-à-dire que il y a beaucoup de consommateurs qui avaient réservé d'autres voyages qui nous recontactent parce que finalement la situation est de nouveau un petit peu pareille, les voyages sont annulés ou les consommateurs veulent annuler finalement leur voyage parce que la situation n'est pas très bonne. Et voilà, pour l'instant, on commence, je dirais, quand même à recevoir un peu plus d'appels et de demandes en ce sens. C'est peut-être pas aussi, on n'en reçoit peut-être pas encore autant qu'en 2020 parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont améliorées. Enfin, les consommateurs, comme j'ai dit, avaient été remboursés ou ont vraiment pu annuler leur voyage. Mais ne serait-ce que moi, ce matin, j'avais la centrale téléphonique du CEC pour tout dire et j'ai reçu déjà plusieurs appels par rapport à des voyages à forfait avec de nouveau un problème pour y aller, de nouveau une annulation, des frais parfois supplémentaires pour un report de voyage, etc. Merci beaucoup, Jean-Loup. Alors, au moins, ça devrait être l'impression à propos de ce matin. Ça semble remonter. On verra bien, on va observer la situation et avec plaisir, on vous reportera, Monsieur Angel aussi. Et pour la deuxième question, j'aimerais m'adresser à Julie, si j'ose dire notre expert Brexit. Julie, je ne sais pas si je promets tout, mais tu as travaillé sur le sujet. Est-ce que les consommateurs sont sans protection maintenant à cause de la situation au Royaume-Uni? En fait, justement, la première chose qu'on peut dire, je crois, c'est que pour l'instant, une majorité de la protection des consommateurs reste identique. Donc ça, c'est quand même un bon signal. On parlait des voyages, notamment le règlement sur les droits des passagers aériens. Ce sont des choses qui ne changent pas. Il y a bien quelques conséquences, par exemple, au niveau des achats, justement, en ligne. Si une personne qui réside au Luxembourg achète sur un site Internet anglais, là, il peut y avoir des nouveautés, on va dire, c'est-à-dire le paiement de la TVA, de frais de douane, de choses comme ça. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut, je crois, faire attention maintenant si on veut acheter sur Internet en Grande-Bretagne. Mais pour autant que je sache, nous, on n'a pas encore reçu vraiment des questions à ce sujet-là. Donc, on garde un œil sur le problème et on se tient informé, mais on n'a pas vraiment encore reçu des plaintes, je vais dire, ou même des demandes d'information des consommateurs, donc, où ça n'est pas encore arrivé en tout cas. Merci Julie. Si jamais des plaintes arriveront, est-ce que tu peux nous confirmer que le réseau des centres européens des consommateurs reste compétent pour l'instant pour traiter ces dossiers? Oui, effectivement, en tout cas pour l'instant, et je pense pouvoir dire jusqu'à fin 2021, d'après ce qu'on a entendu comme information, on continue à travailler avec le bureau qui est basé en Grande-Bretagne et donc on peut continuer à collaborer pour régler les plaintes des consommateurs concernant la Grande-Bretagne. Merci beaucoup. Voilà, il y a une question dans le chat que j'aimerais parler peut-être à Cédric. Cédric, peut-être avec le soutien des collègues, je ne sais pas, à voir. La question est la suivante. Bonjour, je voudrais savoir si le Covid, la situation sanitaire actuelle, ne peut pas être considérée comme un cas de force majeure et délier systématiquement les consommateurs tout comme les professionnels de leurs obligations contractuelles. Alors, voilà, le Covid, est-ce que ça peut être considéré comme cas de force majeure? C'est une bonne question, mais je préfère répondre à la question par un exemple. Si derrière ça, la consommatrice a voulu dire, est-ce que, par exemple, on peut ne pas prendre l'avion et dire à la compagnie aérienne qu'à cause du Covid, j'ai peur du Covid, du coup, je ne vais pas prendre l'avion. La réponse à ça est non, du coup. Et juridiquement, il faudrait réfléchir par rapport à la prestation de service. Du coup, tant que, par exemple, dans l'exemple que j'ai cité, la compagnie aérienne est à même à promouvoir son service, du coup, à voler, du coup, le consommateur ne pourra pas opposer le fait qu'il ait peur de voyager à cause du Covid. Je ne sais pas s'il y en a un de mes collègues qui veut compléter peut-être par autre chose,
mais je ne sais pas si c'est comme ça que la consommatrice ici entend force majeure. Oui, peut-être Jean-Loup aimerait ajouter quelque chose à propos cas de force majeure dans le contexte des voyages à forfait. Parce qu'à l'époque, la Commission européenne, dans ses recommandations, a dit le suivant. Oui, en tout cas, c'est certain que d'un point de vue juridique, à partir du moment où un voyage est annulé pour cas de force majeure, le consommateur doit être remboursé, en principe même dans les 14 jours. Après, le problème, c'est qu'effectivement, sur la première vague, le Covid a clairement été un cas de force majeure, c'est-à-dire que du jour au lendemain, toutes les frontières ont été fermées, tous les voyages ont été annulés. Donc, dans ce cas-là, que ce soit pour les consommateurs ou pour les professionnels, on a pu estimer que c'était un cas de force majeure. La Commission l'avait évidemment dit en rappelant 2-3 obligations quand même de la part des professionnels. Aujourd'hui, comme l'a dit Cédric, si on réserve un voyage et qu'on retrouve une situation sanitaire avec des mesures à prendre, des tests à faire avant de partir, etc. Là, c'est beaucoup plus compliqué de considérer que c'est un cas de force majeure, puisque le cas de force majeure, il faut simplement le rappeler, c'est un événement qui est vraiment imprévisible et complètement inattendu. Aujourd'hui, sur la deuxième vague, troisième vague, en tout cas sur cette situation qui perdure un peu, le cas de force majeure, ça va être beaucoup plus difficile et beaucoup moins entendable, je pense. Merci pour les précisions. On va, à travers les questions, rester un peu avec la situation Corona, mais pour changer un peu, on va varier, on va revenir à l'achat. Et je pose une question à Patrick, si tu veux, Patrick, une question qui revient et revient, je crois, et qui n'est jamais très claire pour les consommateurs. Le cas est le suivant, Patrick. En faisant les soldes hier, on est déjà en dehors des soldes, mais bon, voilà, en faisant les soldes, on va dire avant-hier, j'ai acheté une nouvelle robe dans un magasin de la Grande Rue, voilà, très précise. En l'essayant à la maison, j'ai constaté qu'elle est beaucoup trop petite. Est-ce que j'ai le droit de la ramener au magasin et de me faire rembourser? Juste, on va dire parce qu'elle est trop petite. Patrick, qu'est-ce que tu nous dis? Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de délai de rétractation dans un magasin puisque vous êtes sur place. Donc, ce n'est pas comme dans les ventes à distance. Dans le magasin, pas de délai de rétractation. Vous avez éventuellement un temps de réflexion pour un échange, mais là, vous êtes à la merci du professionnel. Donc, veillez bien à demander si le professionnel offre ce service au consommateur, de dire, voilà, je vous laisse néanmoins la possibilité d'échanger en dehors un certain délai. Merci beaucoup, Patrick. Chers participants, je voulais juste vous dire, ne croyez pas que nos experts sont préparés à toutes ces questions. Ils ne savent pas à qui je demande de répondre. Alors, voilà, admirez avec moi les connaissances de nos experts. Super. Et je voudrais m'adresser encore à Aline. Aline, Madame la ministre, dans la vidéo, pendant son discours, a mentionné les chèques repas. Voilà, la situation des chèques repas n'était pas réglée au Luxembourg. Est-ce que, Aline, tu pourrais brièvement nous expliquer laquelle est la situation actuelle au Grand-Duché à propos des chèques repas? Chèques repas, chèques cadeaux. J'ai dit chèques repas. Excusez-moi, chèque cadeau. Brièvement. Oui, brièvement, en quelques mots, il y a une charte donc, qui a été élaborée en collaboration avec la CLC et l'Union des consommateurs, sous l'égide du ministère de la Protection des consommateurs. Et donc, cette charte, elle a pour objectif, en fait, de donner des recommandations de bonnes pratiques à l'encontre du secteur professionnel au Luxembourg, au niveau des commerçants, et de rendre attentifs aussi les consommateurs à ce qu'ils vont, lorsqu'ils vont acheter des bons cadeaux, à ce que ces chèques cadeaux, ces bons cadeaux contiennent toutes les mentions utiles. Donc, ce sont des recommandations, ce n'est pas quelque chose qui est contraignant. Les commerçants ne sont pas tenus de s'y tenir.
Donc, ça ne confère aucun droit absolu en soi, mais ça donne une ligne de conduite, en fait, et ça a un pouvoir un petit peu de persuasion, on va dire, vis-à-vis du secteur des commerçants. Principalement, la charte insiste sur les informations qui doivent figurer sur un chèque cadeau pour que le consommateur sache un petit peu à quoi s'en tenir. Donc, la charte prévoit que le chèque cadeau doit contenir un montant, si possible, en euros et pas uniquement un bien ou un service. La date d'émission, la durée de validité, ou bien s'il y a des limitations à son utilisation, qu'elles soient clairement indiquées sur le chèque cadeau. Et la charte donne encore quelques solutions en cas de problème spécifique. Merci beaucoup, Aline, pour les précisions. Merci beaucoup et pour les informations. Et voilà, on continue. Il y a une question dans le chat et là, je ne voudrais pas nommer quelqu'un parmi vous, mais faites-moi signe si vous voulez répondre à la question suivante qui est, comme je trouve, intéressante. Comme toutes les questions, mais celle-là spéciale. Chers collègues, est-ce que le fait d'attraper le COVID peut constituer une force majeure? Alors, je pense que le consommateur ou le participant aimerait savoir si nous, si on attrape le COVID, on peut évoquer ça comme cas de force majeure vis-à-vis d'une agence de voyage, d'une compagnie aérienne. Qui voudrait répondre parmi vous à cette question? Les volontaires, les courageux. Jean-Loup, tu es courageux. Jean-Loup, vas-y. Oui, toujours. Toujours. Non, ben, moi, je ne pense pas. Concrètement, le Covid va être considéré comme une maladie. Et dans ce cas-là, il faut une assurance annulation qui couvre telle maladie et telle chose. Concrètement, sinon, on n'obtiendra pas de remboursement, je pense. Voilà, justement, tu touches là un sujet ou à une question qui est aussi souvent posée. Peut-être tu peux, Jean-Loup, toi ou quelqu'un d'autre, vous pouvez juste le confirmer. Souvent, les consommateurs nous disent, voilà, j'ai conclu lors de ma réservation une assurance annulation voyage et cette assurance annulation voyage me donne maintenant le droit d'annuler mon voyage à cause de cette situation Covid, juste parce qu'il y a le Covid. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une raison pour annuler le voyage à l'aide de cette assurance? Bah, une assurance, c'est contractuel, donc tout est à peu près possible. Mais en principe, en tout cas en général, le plus souvent, les assurances ne couvrent pas tout ce qui va être pandémie et choses comme ça. Donc, la situation, elle est, je dirais, presque assez simple. Soit le professionnel annule le vol ou annule la prestation parce que vraiment la frontière est fermée, vraiment il y a un problème. Et dans ce cas-là, on a le droit à un remboursement puisque la prestation est annulée. Soit on ne veut pas aller ou on est malade ou autre, et à ce moment-là, il faut voir les conditions de son assurance annulation, mais c'est pas sûr à 100% qu'on soit remboursé. Il faut vérifier le contrat. Merci beaucoup, Jean-Loup. À voir si les assureurs changent un peu leur politique ou leurs conditions dorénavant. Merci beaucoup. Julie, vous voudrez ajouter quelque chose? Oui. Oui, je voulais juste rapidement dire, quand on n'a pas souscrit d'assurance annulation spécifique, on peut peut-être aussi vérifier si on n'en a pas une avec le moyen de paiement qu'on a utilisé pour la réservation. Parce qu'il y a parfois une telle assurance qui est liée, par exemple, à une carte de crédit. Et si on a payé avec la carte de crédit, on peut bénéficier de l'assurance. Donc, il faut se renseigner pour voir un petit peu si on ne serait pas couvert par hasard, notamment dans le cas d'une maladie. Merci beaucoup. Jetzt hätte ich eine... maintenant, j'aurais une question pour Laura. Pour Laura? Karine? Ja? Peut-être juste ajouter encore un petit truc au commentaire de Julie. Parce que beaucoup de consommateurs, ils sont surassurés. Par exemple, la CM offre aussi une assurance annulation.
Donc, si on est affilié à la CMCM, il y a aussi l'assurance annulation incluse là-dedans, avec des limites, bien évidemment. Et toujours Très vérifier bien. de part et d'autre, parce qu'il y a beaucoup de gens sont surassurés, ils ne savent même pas où ils sont assurés, pourquoi. Voilà, pardon. Voilà, non, non, très bien. Merci beaucoup, Patrick. Un appel à vérifier bien les assurances dont on peut potentiellement qu'on peut potentiellement avoir ou avoir conclu. Oui, merci beaucoup. Et j'aurais une question alors pour Laura. Notre Laura, voilà, Laura peut-être, voilà, pour activer le micro. Et voilà, voilà, moi j'ai la question en allemand, je vais la poser et traduire brièvement et tu me diras si tu veux répondre en français, en allemand, voilà, on verra bien. La question est la suivante et elle est en relation avec la situation Corona. Et c'est une question qui revient souvent. Ich habe ein Hotel gebucht, müsste aber in dem Land, in dem das Hotel liegt, in Quarantäne gehen, weil die Bestimmungen so sind. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte nicht in die Quarantäne. Kann ich das Hotel kostenfrei stornieren? Alors, est-ce que je peux annuler un hôtel que j'ai réservé parce que l'hôtel est situé dans un pays où il y a actuellement, où les règles prévoient que j'aille en quarantaine? Est-ce que je peux sans frais annuler l'hôtel? Laura, bitte. Ben, j'essaie de répondre en français. Alors, en général, si l'hôtel est ouvert, vous n'avez pas le droit d'annuler gratuitement. Il y a pourtant des pays où les États membres ont mis en place des règlements spéciaux à cause de la crise pandémie Covid. Pourtant, s'il n'existe pas des mesures spéciales, normalement, les règles générales ci prévoient souvent des différents frais d'annulation. Merci beaucoup. Vielen Dank, Laura. Jetzt, es gibt noch eine Frage im Chat und ich lese die Frage vor, werde sie kurz übersetzen. Voilà, il y a une question dans le chat, elle est en allemand. Le consommateur, also die Frage ist, ich habe eine Ferienwohnung gemietet in Deutschland oder Frankreich. Nun wird Luxemburg Hochrisikogebiet. Die Einreise nach Deutschland oder Frankreich ist nicht mehr möglich aufgrund einer Entscheidung dort im Land. Bekommt der Reisende seine Anzahlung zurück? Voilà, je pose peut-être la question en français. Moi, je le vois comme ça. Le consommateur a loué un appartement en Allemagne ou en France, peu importe. Luxembourg, tout d'un coup, devient pays à risque, même risque, à haut risque. Alors, il ne peut plus se rendre en Allemagne ou en France parce que ces pays considèrent le Luxembourg comme pays à risque. Est-ce qu'il peut demander le remboursement des frais pour son appartement qu'il a loué? Est-ce que Kelly, tu voudrais peut-être répondre à cette question? Bon, un peu délicat, mais si j'ai bien compris, en fait, même les prestataires ne peuvent pas lui offrir le service à cause des mesures administratives qui ont été prises. C'est bien ça la question? Non, ils peuvent, mais ils peuvent. Théoriquement, ils peuvent. Oui, c'est un peu la même question alors que je pense que Laura avait. Si la prestation est possible par le loueur, donc dans ce cas, il s'agit aussi d'une prestation unique. Dans ce cas, il n'y a pas de droit d'annulation sans frais. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, es gibt im Moment noch keine, il y a pour l'instant pas d'autres questions dans le chat. Alors, on va continuer. On a encore quelques questions très intéressantes. J'aimerais poser une question à notre Nathalie.
Natalie, so I ask you the question in English. You can, I will translate it. You can answer either in English or in French as you want. The question is, so, and we have in the ECC many complaints in relation to this subject. It concerns the dating services, online dating services. So the question is, what should I look out for? What should I look out for before entering into a dating service contract? So the question is, before I conclude such a contract, what should I check before? Well, in general, it's very important to see the rules of the contract when you are gonna take some services on these websites. It's very important to see the prices and also the end price that you are gonna pay, because sometimes we find offers that are not very clear. So this is very important. As well, it's very important to see which are the clauses to conclude or cancel the contract, because sometimes there is a special rules to follow that are not according as we think can be. So it's very important to see the details what is in the contract before to sign or accept to be part or to take a membership on these websites. Thank you very much, Nathalie. Oui, alors avant de contracter des services pour des services dating online, le prix, justement, comme tu l'as dit, c'est très important. Souvent, le prix qu'on voit n'est pas le prix qu'on paie à la fin. Très important. Si vous avez des questions en relation avec ça, vous pouvez, si c'est transfrontalier ou si la dating website est à l'étranger, vous pouvez contacter le Centre européen des consommateurs. Voilà. Karine, j'ai une question. Oui, oui, volontiers. J'en profite, j'ai pensé à ça. Ah, vous faites bien, vous faites bien. Normalement, je suis un consommateur assez facile, mais là, ça m'a quand même intrigué. Donc, je suis client dans une banque luxembourgeoise, je suis tout à fait satisfait, il n'y a pas de grand problème, mais j'avais une carte Mastercard parce que je ne voulais pas de Visa. Et maintenant, je reçois qu'ils ont annulé, qu'il n'y a plus de Mastercard, je reçois une nouvelle carte de crédit et c'est une carte Visa. J'ai jamais, bon, c'est pas grave maintenant, mais ça m'a quand même un peu, sans me demander, ils ont switché, ma Mastercard devient une carte Visa. Qu'en pensez-vous? Voilà. Est-ce que c'est normal que les banques ne demandent pas, on est juste informé, on nous reçoit, vous pouvez jeter votre carte, couper votre carte Mastercard, maintenant c'est une carte Visa. Je suis bien embêté, on doit changer tous les trucs sur Internet, etc. Mais bon, qu'en pensez-vous? Voilà, question très intéressante. Il me semble que j'ai reçu une lettre un peu pareille. Alors, la réponse m'intéresse aussi. Aline, tu voudrais peut-être répondre. Lesquels sont nos droits en tant que consommateurs dans une telle situation? On nous change la carte sans nous demander. Oui, c'est délicat. En fait, il y a un changement de prestataire. Donc, j'imagine qu'il y a une reprise de l'activité d'une société par une autre. Et en général, oui, on n'est pas nécessairement sollicité au préalable. Ça peut arriver aussi en matière d'assurance, par exemple, ou quand il y a des sociétés de services qui se font racheter par d'autres. Il y a plusieurs comme ça situations où subitement le consommateur peut se retrouver dans une relation avec un nouveau contractant qui remplace le précédent. C'est vrai qu'on s'attendrait quand même à ce que le consommateur soit quand même mis au courant et qu'il ait la possibilité de se retirer si ce contractant lui convient moins bien. Mais de là à dire qu'il peut vraiment le faire, ça me paraît plus délicat. Il faudrait vraiment qu'il y ait une raison qu'on puisse considérer que la personnalité ou l'identité de l'entreprise soit importante dans ce type de contrat. Je ne sais pas maintenant si parmi les collègues, quelqu'un a une autre idée par rapport à ça, ou une autre réflexion à faire. Merci Aline, c'est délicat. Quelqu'un, Monsieur Angel, oui? J'avais de la même banque déjà une carte Visa, mais c'est pour ça que j'avais pris l'autre, j'avais une Master parce que parfois quand on voyage, quand Visa, ça fonctionne, ils ne prennent pas. Et maintenant, j'ai deux visas de la même banque. D'accord. Donc, voilà.
C'est délicat, C'est c'est délicat, à mon délicat. avis. Dans ce cas-là, on devrait pouvoir invoquer ce motif pour pouvoir mettre fin au contrat peut-être plus facilement, mais sans garantie. Voilà, ça c'est mettre fin, profiter, profiter entre guillemets de la situation pour mettre fin au contrat. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Voilà, oh, c'est très bien, merci beaucoup. J'ai dans le chat un conseil. Voilà, on a les experts dans le chat, c'est super. Évoquer pratique commerciale déloyale et clauses et abusives, éventuellement. Un très grand merci à Madame le professeur Poyot, si je me permets de vous mentionner. Ah, c'est super, on a des experts dans le chat. Grand merci, Élise, pour ce conseil. Voilà, Monsieur Angel. En effet, peut-être évoquer vis-à-vis de la banque les pratiques commerciales déloyales et clauses abusives éventuellement. Merci beaucoup. Super. Chers participants, je vous encourage encore de poser vos questions. On a 5 petites minutes pour continuer. Sinon, moi, j'ai d'autres questions à nos experts. Une question qui revient souvent dans le contexte Corona. Je demande à Cédric, peut-être, Cédric pour répondre. Cédric, la compagnie aérienne annule mon vol. Est-ce que je suis obligée d'accepter un bon à valoir ou puis-je exiger le remboursement? Alors, quand la compagnie aérienne annule votre vol, en fonction de la réglementation et le règlement du 2004, dans son article 8, la compagnie aérienne doit offrir le choix au consommateur, c'est-à-dire entre de bénéficier un bon à valoir et un remboursement. Du coup, le bon à valoir, non, ne peut pas être imposé au consommateur dans de quel cas de figure. Très bien, merci beaucoup. Cédric, très important, ne peut pas être imposé le bon. Patrick, voilà, prochaine question pour toi. Dis-nous, laquelle est la première chose à vérifier pour s'assurer qu'un site de vente en ligne est sérieux? Voilà, première chose à vérifier, c'est quoi, selon toi? Moi, ce que je vérifierais d'abord, c'est, maintenant je ne connais pas le terme français, en allemand, Impressum. Impressum, oui, Impressum. Si la société annonce une adresse email, une adresse fictive, une adresse concrète, rue de la Croix à telle et telle ville, un numéro de téléphone. Très bien, voilà. Et de voir si elle a une autorisation de commerce. Voilà, super. Première chose à vérifier, l'adresse, très bien. Il y a bien d'autres choses, mais on demande peut-être le point le plus important. Voilà, merci beaucoup, Patrick. Il y a une autre question qui réfère, je pense, si je me souviens bien, à un arrêt de la Cour de justice. Voilà, je vais lire la question et on verra qui va répondre. Voilà, j'achète dans l'Internet toujours un matelas pour dormir. Est-ce que je peux me rétracter de ce contrat si le film de protection du matelas a été retiré ou est-ce que c'est considéré comme produit d'hygiène et j'ai plus de droit de rétractation? Qui voudrait répondre à cette question qui se passe sur un arrêt de la Cour de justice? Oui, je peux répondre. Kevin, voilà, Donc, qui connaît la jurisprudence de la Cour de justice par cœur. Voilà, Kevin. Donc la question, c'était s'il y a un droit de rétractation pour un achat de matelas. J'ai bien compris ça. Donc, en règle générale, le consommateur a le droit de se rétracter dans un délai de 14 jours. Il y a quelques exceptions, par exemple des produits de santé ou d'hygiène qui ont été décelés par le consommateur et longtemps on considérait que le consommateur ne disposait pas de droit de rétractation pour l'achat d'un matelas si le film de protection du matelas a été retiré. Mais je crois que c'était en 2019 que la Cour a tranché qu'on considérait qu'il existe un droit de rétractation même après avoir retiré le film. Donc on considérait que c'était facile pour les vendeurs de nettoyer les matelas et de les vendre encore une fois. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Si vous achetez vos matelas en ligne, vous pouvez vous rétracter quand même. Très bien, merci.
Je regarde. Voilà, prenons encore 2 questions. Et je prends une question. Je regarde dans le chat. Oh, c'est en effet une remarque importante de la part d'un participant. Notre participant se réfère à ce que tu as dit, Patrick, à propos des impressums. Souvent, les impressums, la consommatrice dit que souvent sur les pages en Allemagne ou en Autriche sont bien faits. Souvent, les autres sont moins bien. Et voilà, là, on favorise un peu maintenant les sites allemands et autrichiens. Il y en a certainement d'autres qui sont bien, mais il y en a certainement beaucoup où l'impression n'est pas bien fait. Voilà. Merci beaucoup, chers participants, pour cette remarque. Mais croyez-moi, ça existe aussi en Allemagne, qu'il y ait des sites où les adresses, etc., ne sont pas référées. Mais en Allemagne et en Autriche. Voilà. Pas tous les sites allemands et autrichiens sont sérieux. Voilà, c'est ce que Patrick nous dit. Voilà, et maintenant, prenons encore une question qui n'entre pas vraiment dans notre domaine, mais je vais la lire quand même. Il s'agit du logo Nutri-Score. Le logo Nutri-Score apposé sur l'emballage d'un produit indique quoi? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Qu'est-ce qu'il indique, le logo Nutri-Score? Oui, je peux répondre aussi à cette Kevin. question. Ouais. Donc, en principe, c'est la qualité nutritionnelle en soi, pas seulement le sel ou le sucre, comme on peut croire peut-être. C'est la qualité globale d'un produit qui permet au consommateur de comparer avec d'autres aliments de la même famille. Donc, il y a des notes de A à E qui prend en compte la teneur des nutriments à favoriser, donc, et les nutriments à limiter, comme sucre, sel, etc. Super, merci. Et j'aimerais demander à notre technique, est-ce que vous pouvez donner la parole à notre participante, Madame Müller? Jeannette, est-ce que c'est possible que Madame Müller puisse parler à haute voix? J'essaie. Est-ce que vous m'entendez? Super, oui, ça marche, très bien. super, ça marche. Oui, alors effectivement, je n'étais pas préparée que j'ai une question pour répondre. Donc, effectivement, au niveau du ministère de la Protection des consommateurs, je m'occupe de l'introduction du Nutri-Score au Luxembourg. Voilà, et le Nutri-Score constitue une information générale de la qualité nutritionnelle. Donc, vous avez pas mal d'éléments déjà sur votre package. Donc, normalement, un tableau avec la déclaration nutritionnelle, puis une liste des ingrédients. Mais le Nutri-Score, il met tout cela en relation. Donc, il fait une évaluation générale et l'avantage est que dans un clin d'œil, on en aperçoit de la qualité nutritionnelle générale du produit, sachant que le détail des éléments figure dans le tableau des valeurs nutritionnelles ou dans la liste des ingrédients. Voilà. Et pour le Luxembourg, on n'a pas encore la législation en place, mais on est en dernière phase de la procédure législative. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Müller, c'est bien d'entendre. Super. Je suis vraiment enthousiaste à quel point nos participants interviennent aussi. C'est un bel échange. Je vous remercie. On va terminer avec une question voiture. Toute dernière question. Si vous achetez un véhicule, vous êtes des particuliers, voilà, vous n'êtes pas une compagnie, vous êtes des particuliers et si vous achetez un véhicule auprès d'un particulier, est-ce que vous êtes protégé par la loi sur la protection du consommateur? Qui voudrait répondre à la question? Dernière chance pour parler pendant notre midi. La réponse, elle est Kelly, non. avec plaisir. La réponse est non. Donc, le droit de la non. consommation ne s'applique pas dans le cas d'un contrat entre particuliers. Voilà. C'est juste B2C, business to consumer. Voilà, mais pas les deux consommateurs. Merci beaucoup, Kelly. Sur ça, sauf défaut. Oh, voilà, sauf. Oh, Madame Poyot, est-ce qu'on peut demander, s'il vous plaît, la technique, la parole à Madame le professeur Poyot, Marco, Madame Élise Poyot.
Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça, Élise, voilà, bienvenue. Oui, bonjour. J'ai été ravie de vous entendre. J'ai moi-même appris des choses, donc merci beaucoup. Je me permets juste une petite précision parce que c'est un bel arrêt aussi de la Cour de justice, la question qui vous a été posée, parce qu'il y a justement une consommatrice belge qui un jour a fait vendre sa voiture par un garagiste qui n'a pas informé la personne qui achetait la voiture que ce n'était pas lui, le propriétaire de la voiture, et la Cour de justice a dit, eh bien, dans ce cas-là, on considérera que c'est le professionnel qui est le vendeur, donc le garagiste qui est le vendeur, et la consommatrice a pu bénéficier de la garantie de conformité de consommation. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas protégé si en face de vous, c'est un consommateur, mais si c'est vendu par un intermédiaire et que l'intermédiaire ne vous informe pas de la qualité de professionnel du vendeur, eh bien, vous serez quand même protégé. Et ça va bientôt aussi valoir sur les plateformes en ligne. Faites très attention, quand vous êtes consommateur, vous pouvez acheter sur une plateforme, ce n'est pas nécessairement un professionnel, mais la plateforme sera tenue, c'est une disposition d'une directive qui vient d'être adoptée, de vous dire, de vous en informer. Et ça vaut aussi dans la vie de tous les jours, c'est l'arrêt Watley de la Cour de justice qui dit si on ne vous a pas correctement informé, alors le professionnel sera responsable et le droit de la consommation s'appliquera. Alors, bien évidemment, la réponse qui a été donnée était tout à fait juste, mais ça peut être intéressant de vérifier quand même, parce que ça peut être intéressant dans ce cas-là d'être protégé en tant que consommateur. Super. Merci beaucoup, Madame le professeur Poyot, pour cette précision à quel point l'information est importante. Merci beaucoup. Et sur ça, j'aimerais terminer ce midi. Je vais donner la parole à M. Koppenberg, non, pardon, à Christophe, excusez-moi, à M. Schröder pour le mot de clôture. Je vous remercie, chers collègues de l'ULC, Patrick, Aline, d'avoir été avec nous. Je remercie à mes collègues Jean-Loup, comme je les vois ici, Jean-Loup, Julie, Kelly, Nathalie, Cédric, Kevin, Laura. Je remercie à M. Angel. Vraiment, c'était super, à nos participants d'avoir interacté avec nous. Super, je suis très enthousiaste. C'est une journée importante pour les consommateurs. Et je pense, chers collègues, vous avez prouvé que les consommateurs sont entendus et vous les avez entendus et vous avez su répondre à ces questions. Grand merci pour votre engagement. C'est comme Madame la ministre l'a dit, grand merci de mon côté aussi. Et je cède la parole à M. Schröder du Parlement européen. Christophe. Merci Karine, merci à vous tous. Je crois que les exemples qui ont été cités montrent à quel niveau c'est important que nous défendons nos droits de consommateurs. Le Parlement européen se bat dans ce sens-là aussi avec le support de la Commission européenne. La pandémie a aussi donné des bels exemples que vous avez aussi cités, entre autres, que ce soit au niveau des achats en ligne, les annulations des vols, des voyages, ou peut-être aussi dans le cadre du online dating. Ce que nous faisons ici, c'est contribuer à sensibiliser nous tous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, de veiller à nos droits de consommateurs. Et je suis fier aussi qu'avec le Centre européen des consommateurs et l'UEC, on a aussi l'assistance dans des cas concrets. Si aujourd'hui est la journée internationale des droits de consommateurs, nous allons vous donner le mois prochain, plus exactement le 21 avril, le prochain rendez-vous pour là mettre le focus sur les droits des personnes handicapées, voir à quel niveau les droits, les règlements ou les directives européennes leur donnent et protègent leurs droits, et en même temps de voir aussi quelles sont les initiatives auxquelles nous pouvons nous attendre. Ça sera une autre midi exceptionnel parce que cette fois-ci, on va vous proposer en assistance et en coopération avec Info Handicap. Donc, pour résumer, j'aimerais remercier la ministre qui nous a donné l'honneur des messages enregistrés.
le député européen Marc Angel et tous les collaborateurs de Karine et de l'ULC qui ont su répondre à toutes les questions qui avaient été posées. N'oubliez non plus que vous pouvez les contacter aussi, pas seulement dans le cadre des midis, mais aussi à chaque autre occasion où vous avez des problèmes, que ce soit transfrontalier pour le CIC ou dans les cas au Luxembourg pour l'ULC. Merci d'avoir assisté à cette midi et à très bientôt. Merci. Au revoir. Et